Je vais aller petit job sentir la coupe. Pas déjeuner. Fait que là, je suis partie de la conférence là, je rentre pour une rencontre de la maîtrise. Je rentre, j'avais rien mangé, je mange une vieille sandwich de poulet. Bon, bonjour tout le monde. Quelqu'un, faites-moi signe. Là, je vois seulement des écrans noirs, je ne vois pas de visage, mais il faudrait que quelqu'un me fasse signe. Bon, OK, on m'entend. Parfait. C'est ce que je voulais savoir. Je vais essayer de... OK, tout le monde est rentré. C'est beau. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Joanne Martel. Je suis professeure de criminologie à l'École de travail social et de criminologie. Je suis aussi directrice de la maîtrise en criminologie. Et avant d'être directrice à la maîtrise en criminologie, j'ai été pendant 4 ans directrice du doctorat en travail social, donc diriger des programmes de 2e et 3e cycle. Je connais ça un petit peu. Là, j'admets des gens au fur et à mesure qu'ils ou elles s'insèrent dans la séance. Donc, ce que je vais faire, je vais partager mon écran avec vous pour que vous puissiez voir un peu là, un certain nombre de diapositives là, qui vont vous être acheminées après, quand on va avoir terminé. J'enregistre aussi la séance parce qu'il y a des étudiants et étudiantes qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas être présents en ce moment. Donc, si c'est enregistré, bien, tout le monde va pouvoir y avoir accès plus tard. Donc, je procède. Faites-moi signe pour me dire que vous voyez mon écran. Ouais, attendez, c'est quelqu'un... Je ne le vois pas. Bon, ben, je vais tenir pour acquis que ça fonctionne parce que si quelqu'un me fait signe, je ne le vois pas du tout. Là. Je ne sais même pas. Oui, on voit bien. Bon, merci. Bon, sachez aussi que l'an dernier, quand vous étiez toutes et tous en misère COVID, avec des cours à distance, puis des professeurs qui s'y connaissaient plus ou moins dans les différentes techniques de cours à distance, ben moi, j'étais en année d'études et de recherche, ce qu'on appelait auparavant l'année sabbatique. Donc, dans mon année d'études et de recherche, ben, j'ai travaillé sur mes recherches, mais je n'ai pas enseigné pendant que vous étiez. Donc, moi, je commence à maîtriser un petit peu les différentes technologies pour tenir des Zooms, des rencontres Teams et tous ces logiciels-là. Moi, je ne connaissais pas ça. Sauf WebEx, avec lequel je donnais mon cours à distance en justice pénale. Donc, soyez indulgentes et indulgents le temps que je figure un peu comment ça fonctionne. Je vous demanderai à tout le monde de fermer vos micros pour le moment, pour qu'il n'y ait pas de retour de son pendant que je fais ma petite présentation. Si vous avez des questions à poser, étant donné que je suis toute seule à tout gérer ça, je ne suis pas certaine que je vais voir vos mains levées parce que là, je vois juste des écrans noirs. Il n'y a personne qui a mis son visage. En tout cas, on va l'essayer comme ça. Essayez de garder vos questions pour la fin. Au moment où je vais enlever mes diapositives, là, je vais mieux pouvoir voir vos mains levées.
Voilà. Alors, pour le plan de la rencontre, je vais vous parler un petit peu de ce que c'est de ce que sont les études supérieures. Hein. Ça ne s'appelle pas supérieur pour rien. Il y a des raisons pour ça. On va parler du programme. Je vais vous expliquer les différents cours qu'on offre, puis les moments où vous devriez choisir certains de ces cours-là pour avoir un cheminement qui est vraiment idéal au niveau du développement intellectuel. Ce n'est pas pour rien qu'on vous propose des cheminements particuliers. C'est parce que si vous prenez certains cours dans tel ordre, ben, vous allez arriver beaucoup mieux outillé quand va être le temps de créer votre projet de mémoire et ensuite le mémoire de recherche qui va finir par conclure votre maîtrise. On va parler du choix de la directrice et du directeur de recherche. Quand est-ce qu'on le fait? Certains débouchés, hein, parce qu'on se pose toujours la question à savoir qu'est-ce que je vais faire avec une maîtrise. Puis, je vais vous donner les coordonnées à la fin de l'équipe de gestion des études parce que ce sont des personnes qui vont devenir vraiment vos meilleurs amis, là. Fait que je vais vous donner leurs coordonnées. Alors, l'information dont je parle aujourd'hui, elle se trouve en entier, sauf peut-être les petites digressions que moi je vais rajouter, là, mais elle se trouve sur le site sur le lien que je vous envoie là. C'est le site institutionnel de tous les programmes à l'Université Laval et vous allez retrouver toutes les informations que je vais vous donner aujourd'hui et même davantage. Il y a beaucoup plus d'informations qui sont plus périphériques, donc moi je ne m'y attarderai pas aujourd'hui, mais vous allez pouvoir les trouver sur ce site-là sans aucun problème. Alors, qu'est-ce que sont les études supérieures? Bien, quand on termine un programme de premier cycle, un baccalauréat, vous avez vu qu'il y a une progression au niveau des exigences intellectuelles entre le bac 1 et ce qu'on exige de vous en bac 2, qui est une étape un petit peu plus élevée au niveau au niveau cognitif. Ensuite, un petit peu plus élevé au bac 3. Et là, quand vous diplômez du bac 3, ben, on a peut-être tendance souvent à penser que la maîtrise, c'est comme un bac 4. C'est comme juste un petit peu plus d'effort intellectuel, mais ce n'est pas tout à fait ça. Il y a le bac 3, puis là, il y a la maîtrise qui est beaucoup plus élevée que ça. C'est pour ça qu'on appelle ça supérieur. Ce n'est pas un bac 4. Ce que ça veut dire, on ne s'énerve pas avec ça, là, parce qu'à la fin de votre bac 3, vous êtes prêt et prête pour commencer une maîtrise. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un changement de posture chez vous. Et c'est ce qui est écrit sur la diapo aussi. Les études supérieures en criminologie, là, parce que ce n'est pas le cas pour toutes les études supérieures dans toutes les disciplines, mais en criminologie, chez nous, à l'Université Laval, c'est une maîtrise de recherche. C'est le seul type de maîtrise qu'on offre pour le moment. Dans certaines autres disciplines, comme en travail social, par exemple, on a 2 profils en maîtrise. On peut faire une maîtrise recherche ou on peut faire une maîtrise avec un essai et un projet d'intervention. Donc, c'est comme si on devenait surspécialisé en intervention, parce qu'à la fin de votre bac 3, vous serez déjà spécialisé en intervention, en relation d'aide, mais avec cette maîtrise-là, vous deviez comme surspécialisé dans les programmes d'intervention. Nous, on n'a pas ça en criminologie. On a seulement la maîtrise recherche. On pourra voir hein, avec le temps, avec les années, à force que notre programme de maîtrise va commencer à vivre puis prendre de l'ampleur, peut-être que là, on pourra éventuellement offrir un deuxième profil, mais pour le moment, on a seulement un profil recherche. Et ça implique pour les étudiantes et les étudiants de changer de posture, comme qui est écrit sur la diapositive. C'est-à-dire que vous, contrairement au baccalauréat, vous n'êtes plus, quand vous arrivez à la maîtrise, vous n'êtes plus dans une posture d'auditrice ou de réceptrice de savoir. Vous n'êtes pas assise là, puis là, vous recevez les informations, les savoirs que les professeurs vous transmettent, puis là, vous absorbez ça. Ça, c'est surtout ce qu'on fait au bac, parce qu'au bac, on est en train de bâtir des fondements de connaissances chez les étudiants. Donc ça, c'est un peu normal pour le baccalauréat. Quand vous arrivez en maîtrise, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas votre posture. Là, tout à coup, vous changez de place, puis là, vous devenez créatrice ou créateur de savoir. Ça veut dire que dans le courant de votre maîtrise, surtout quand vous allez arriver au projet de mémoire de recherche, là, il faut que vous deveniez le leader de votre mémoire, de vos intérêts de recherche.
Vous ne devez pas vous placer dans une posture où encore vous acceptez ce que votre directrice ou directeur de recherche vous propose comme objet de recherche ou comme direction possible ou comme méthodologie possible. C'est sûr que là, les directrices, directeurs sont là pour vous orienter un peu et sont là aussi pour vous prévenir qu'éventuellement, si vous continuez dans telle trajectoire au niveau de vos intérêts, votre projet, votre cadre théorique, vous risquez de frapper un mur. Parce que nous, on n'est plus habitués en recherche. Avec les murs, on les a frappés nous-mêmes. On est capable de prévoir pour quelqu'un d'autre. Essayez de dire, ouais, si vous continuez dans cette trajectoire-là, vous allez frapper un mur. Vous allez frapper un mur au niveau du recrutement. Vous ne serez pas capable de recruter les gens que vous voulez, par exemple. Vous ne serez pas capable d'avoir accès aux données. Vous allez vous frapper à des portes closes. On est capable de le voir un peu venir, mais vous commencez en recherche. Fait que vous ne le voyez pas venir, ça. Nous, oui. Habituellement. Donc, le directeur, directrice de recherche, ils servent un peu à ça, à vous faire des suggestions. Là, vous repartez avec ça, vous réfléchissez toujours dans votre posture de leader. C'est moi qui mène ma propre recherche. Je suis accompagnée par une directrice ou un directeur de recherche, mais ce n'est pas eux qui mènent ma recherche. C'est vous qui menez votre recherche. C'est très important, ce passage au niveau cognitif, là, c'est très important de le faire au moment où vous arrivez à votre projet de mémoire. Et ça se fait en janvier. Donc, quand vous rentrez en maîtrise en septembre, vous avez tout l'automne où vous prenez des cours de maîtrise, puis là, vous avez tout l'automne pour vous préparer à faire ce changement de posture-là. Parce qu'en janvier, quand vous arrivez dans le cours de séminaire de recherche, qui est le cours où on commence à rédiger, vous commencez à rédiger vos projets de mémoire, bien là, il faut déjà que vous soyez comme un peu assise et assis dans cette posture de leader. Autrement dit, c'est vous qui avez les mains sur le volant. Vous n'êtes pas assis sur le siège en arrière, puis c'est votre directrice qui mène le bateau, là. C'est vous qui êtes assis en avant, puis c'est vous qui déterminez où vous souhaitez aller au niveau de vos intérêts de recherche puis votre objet d'étude. Donc, c'est pour ça qu'on dit que des études supérieures, ce n'est pas un bac 4, c'est vraiment une étape beaucoup plus élevée parce qu'il y a tout ce passage-là au niveau épistémologique puis au niveau réflexif que vous devez faire au fur et à mesure. On ne vous demande pas d'avoir fait ce passage-là en arrivant en septembre à la maîtrise. Mais on vous le dit d'avance, là. Puis si vous êtes admis à la maîtrise, quand vous allez arriver dans la séance d'accueil en septembre prochain, bien, on va vous le redire, ça, la même chose. Cette posture-là que vous devez tenir, les mains sur le volant, c'est vous qui devez l'avoir. Donc ça veut dire se revirer un peu sur un dixaine, puis commencer à se voir, à se définir autrement que la manière dont vous vous définissiez au bac. Donc, ça, il faut le savoir à l'avance. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a envie de prendre le volant à deux mains. Fait que ça fait partie de votre réflexion là, au niveau c'est-à-dire si vous êtes intéressé par la maîtrise ou non, ça doit faire partie de votre réflexion. Donc, la différence entre la maîtrise et le doctorat, parce que là, ce sont deux programmes qui font partie des études supérieures. Quand vous arrivez à la maîtrise, pour vous, vous êtes dans une période d'initiation à la recherche. On le sait que vous arrivez à la maîtrise, puis vous ne connaissez pas ça, la recherche. Pour la grande majorité des ours, là, vous ne savez pas c'est quoi la recherche. Donc, en maîtrise, on apprend étape par étape comment on produit de la recherche, quel est l'ordre dans lequel on doit procéder aux différentes étapes de réflexion, parce qu'on ne fait pas ça n'importe comment, là. Il y a des étapes qui sont logiques au niveau de la réflexion scientifique. Puis, dans le cours séminaire de recherche, qui est le cours obligatoire que vous prenez en janvier, si vous êtes à temps plein, bien sûr, à temps partiel, c'est autre chose, mais si vous êtes à temps plein, bien, c'est dans ce cours-là qu'on commence à les voir. On va les voir une après l'autre, là. Pour le moment, c'est moi qui enseigne ce cours-là. Donc là, on les voit une après l'autre. Puis là, on vous tient la main, là, parce qu'on sait que vous êtes en apprentissage des étapes de la recherche. Et le but, l'objectif ultime d'une maîtrise n'est pas le même que l'objectif d'un doctorat. À la maîtrise, étant donné que vous êtes en période d'initiation à la recherche, l'objectif, la démonstration que vous devez faire,
dans le cadre de votre mémoire de maîtrise, c'est de nous démontrer que vous avez appris quelles sont les étapes de la recherche. C'est tout. Quand vous arrivez au doctorat, là, l'objectif est différent parce que vous avez, à la maîtrise, déjà fait la démonstration que vous savez quelles sont les étapes de la recherche. Là, ce qu'on vous demande au doctorat, c'est de mener une recherche du début à la fin, avec les mêmes étapes que vous avez apprises à la maîtrise, tout seul. C'est-à-dire, vous avez quand même une directrice et un directeur de recherche, mais on vous tient beaucoup moins la main au doctorat parce qu'on sait que vous les avez apprises, les étapes à la maîtrise. Là, on vous tient moins la main. On est là quand même, là, mais on vous tient moins la main. Donc, première démonstration que vous devez faire au doctorat, c'est de passer de l'étape 1 à la dernière étape, de les faire pas mal tout seul. Fait que là, vous êtes encore plus au volant de votre bateau. Deuxième exigence, deuxième objectif du doctorat, ce qui n'est pas un objectif à la maîtrise. Au doctorat, on vous demande que votre recherche soit contributive au savoir. Ça veut dire que vous devez innover au doctorat. On ne vous demande pas ça à la maîtrise. Fait que si vous avez un directeur ou une directrice de recherche éventuellement qui commence à exiger que vous soyez innovateur puis que vous créez quelque chose de nouveau à la maîtrise, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça le but d'une maîtrise. Le but, c'est de faire la démonstration que vous avez appris les différentes étapes puis que vous êtes capable de les appliquer. Donc, vous pouvez très bien arriver avec un mémoire qui nous démontre très, très, très clairement que vous avez compris les différentes étapes de la recherche scientifique sans avoir des analyses de vos données qui sont vraiment extraordinaires, inédites, on n'a jamais vu ça, vous allez changer le monde de la criminologie. Non, on n'exige pas de ça de vous en la maîtrise. Bon, au doctorat, on n'exige pas non plus que vous changiez la discipline du doctorat, mais on exige que, ce que vous apportez là c'est vraiment nouveau. On ne le savait pas, ça. Il y avait comme un trou, là, puis là, tout à coup, là, on vient d'apprendre quelque chose de nouveau sur votre objet d'étude. À la maîtrise, on n'exige pas ça de vous. Donc, on ne stresse pas, puis on se met en tête que vous êtes à la maîtrise pour apprendre les différentes étapes de la recherche. D'accord? Fait que pas de pression pour produire des résultats de recherche qui sont vraiment innovants. Si c'est le cas, bien, crime, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, vous ne serez jamais, jamais critiqué ou évalué négativement pour ça. Ne vous inquiétez pas. Alors, le programme, les critères d'admission au programme, c'est bien évidemment d'abord un baccalauréat en criminologie. C'est votre cas aujourd'hui, mais il y a d'autres personnes qui peuvent être intéressées et qui n'ont pas de bac en criminologie, mais qui auraient un bac dans une discipline connexe comme le droit, la psychologie, la psychoéducation, la sociologie, peuvent aussi être admis à la maîtrise, mais eux, ils auraient ce qu'on appelle une scolarité préparatoire à faire, ce que vous n'aurez pas à faire avec votre bac en criminologie parce que vous passez d'un programme à l'autre, mais à l'intérieur de la même discipline. Donc, on le sait, vous avez les fondements nécessaires en criminologie. Pour un deuxième critère d'admission, c'est d'obtenir dans votre baccalauréat une moyenne égale ou supérieure à 3,0 sur 4,33. Ça, c'est vraiment le minimum, là. C'est sûr que plus votre moyenne est élevée, bien, ça ne veut pas dire que ça augmente vos chances d'être admis, mais ça pourrait peut-être faciliter la production du mémoire éventuellement, mais peut-être que non plus. On en a vu des gens avec une moyenne de 3 qui ont très bien réussi la maîtrise ou le doctorat. Donc, une moyenne égale ou supérieure à 3,0, vous devez avoir une connaissance de l'anglais qui est équivalente au cours ANL 2020, qui est Intermediate English 2. Mais dans votre cas, au bac en criminologie, il n'y a aucun problème parce que pour diplômer du baccalauréat en criminologie, vous devez avoir réussi le cours ANL, je ne me rappelle même plus, mais c'est Advanced English 2030, je crois. C'est Advanced English 1. Donc, vous devez avoir réussi un niveau d'anglais supérieur à ce qu'on vous demande à la maîtrise.
La raison pour laquelle on demande ANL 2020 et non pas ANL 2030, celui que vous devez faire dans votre bac en criminaux, c'est parce que justement, il y a des gens qui vont provenir d'une discipline connexe et qui, eux, n'ont peut-être pas Advanced English 1 à réussir au bac pour pouvoir entrer. Donc, nous, le minimum, c'est vraiment Intermediate English 2. Mais vous, pour vous, ça ne pose pas de problème. Vous allez déjà avoir combler cette exigence-là. Donc, au niveau des documents à produire, à soumettre pour votre demande d'admission, un CV, on vous demande un CV, on vous demande une lettre de motivation. Et dans la lettre de motivation, vous nous expliquez, bon, vous pouvez nous expliquer votre parcours, là, il n'y a aucun problème, on est même intéressé, mais il y a deux choses particulièrement qui nous intéressent et qui pourraient contribuer à votre admission à la maîtrise. Ce sont vos objectifs de carrière. On veut savoir qu'est-ce que vous pensez vouloir faire avec une maîtrise en criminologie. Hein? On ne rentre pas aux études supérieures parce que c'est le fun. Oui, c'est le fun, là, mais habituellement, ce n'est pas ça le but, c'est parce qu'on veut faire de la recherche. Ça nous intéresse, la recherche. Ou c'est peut-être pour travailler dans certains types d'emplois. Donc, quels sont vos objectifs? Vos objectifs de carrière souhaitables, disons. On ne vous demande pas de faire une recherche pendant 10 jours pour trouver les carrières dans lesquelles vous pourriez travailler. Je vais vous en présenter une diapo tout à l'heure qui va vous énumérer quelques emplois où on embauche justement des criminologues avec des maîtrises en criminologie. Dans votre lettre de motivation, on vous demande aussi de nous parler de vos intérêts de recherche. On ne vous demande pas d'avoir choisi un objet de recherche. L'objet de recherche, c'est quelque chose qui est très, très, très précis, très pointu. Ça, on va le travailler ensemble en janvier. Là. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais on veut savoir un peu, connaître un peu vos intérêts de recherche parce qu'on a besoin de savoir, avant de vous admettre, si on a parmi nos professeurs des gens qui auraient soit des expertises spécifiques ou des expertises connexes ou périphériques qui seraient en mesure de devenir votre directrice, directeur de recherche. Si vous travaillez sur la santé en criminologie, ça existe, là. La santé en prison, par exemple, pour le moment, il n'y en a personne qui... moi, je suis spécialiste de la prison, mais la santé en prison, ouf, non. Ça, non. Il faudrait que, si je dirigeais votre mémoire, il faudrait que j'aille chercher un co-directeur, co-directrice quelque part qui se spécialise plus du niveau santé parce que là on est capable, tous les professeurs sont capables de diriger tous les mémoires de maîtrise, il n'y a aucun problème. Mais quand ça devient très, très spécifique comme ça, là, on pourrait se dire, oh, pas sûr qu'on va être capable de lui offrir une directrice ou un directeur de maîtrise. Donc, à ce moment-là, soit on communique avec vous, puis on vous dit, bien, en fonction de l'ensemble de votre dossier, on pourrait vous admettre, mais cet intérêt de recherche-là pourrait poser problème au niveau pour trouver une directrice ou un directeur de recherche. Donc, on pourrait voir avec vous, jaser avec vous, est-ce qu'il y a d'autres choses qui est un peu liées, mais moins santé, un petit peu plus, pour voir si vous auriez d'autres intérêts de recherche. Donc, dans votre lettre de motivation, mettez-en 1 ou 2 intérêts de recherche. Mettez-en pas 10 ou 15. Parce que là, on n'est pas né de la dernière pluie non plus. Tu sais. Puis là, on va se dire, ouais, finalement, l'étudiante ou l'étudiant, il ne sait pas quoi faire. Il n'a aucune idée quoi faire. Mais on le sait que ce n'est pas le cas. Quand vous commencez à vous intéresser à un programme de maîtrise, c'est parce que vous avez déjà un petit quelque chose en tête. Vous avez eu accès à des cours, à des thématiques, à des problématiques dans vos différents cours de baccalauréat, puis vous vous dites, Colin, ça, là, j'aimerais ça creuser cette affaire-là. Là. Ça peut être juste, j'aimerais ça creuser femmes et justice. OK? C'est un petit peu large, mais quand même, on le sait qu'on a des gens à l'intérieur de l'école qui vont pouvoir vous diriger. Ou ça pourrait être, délinquance sexuelle, j'ai bien aimé ce cours-là, j'aimerais ça poursuivre un petit peu, me familiariser un peu plus. Bien là, on le sait qu'on a des gens, des professeurs qui pourraient vous diriger dans ces intérêts de recherche-là. Mais écrivez-en 1 ou 2, ceux qui semblent vous accrocher un petit peu plus, juste pour nous donner, vous pouvez changer d'idée après, mais juste pour nous donner une idée, est-ce que si on vous admet, on n'est pas en train de vous diriger vers un échec parce qu'on n'est pas capable de vous donner une ou un directeur de recherche? Donc, pensez-y un petit peu.
On vous demande aussi 2 rapports d'appréciation, 2 lettres de recommandation. Vous choisissez de qui vous aimeriez avoir une lettre de recommandation. On vous en demande 2. Puis, on vous demande la preuve de la réussite de l'exigence de l'anglais. Pour vous, vous n'avez pas à fournir quoi que ce soit. Ça va être écrit dans votre relevé de notes avec un baccalauréat en criminologie que vous avez réussi le cours d'anglais. Advanced English, mais il faut que vous l'ayez réussi, le cours d'anglais. Donc, si vous commencez à y penser maintenant, si vous êtes en 3e année, je ne sais pas dans quel niveau vous êtes rendus, là, les étudiants, mais si vous êtes en 4e année, il faudrait peut-être que j'aille voir quelque chose ici. En attendant. Non, OK. OK, c'est bon. Il faudrait s'assurer là, que vous êtes capable que vous l'avez réussi, ce cours-là. Puis, attendez pas d'être admis pour commencer à faire le cours, là. À moins que vous ayez vraiment une grosse session en bac 3 et que là, vous vous dites, bien, je vais le faire pendant l'été. Puis, à ce moment-là, bien, vous pourriez recevoir une admission conditionnelle à la réussite de ce cours-là, Advanced English, parce que sinon, ça veut dire que votre bac, vous ne l'avez pas réussi encore. C'est-à-dire que vous n'avez pas votre diplôme tant que vous n'avez pas réussi ce cours-là. Donc, pensez-y à ce cours, puis essayez de ne pas le laisser traîner là, d'ici la fin du baccalauréat. Mais bon, à ce moment-là, on peut toujours faire une offre d'admission conditionnelle en attendant qu'on ait la preuve que vous avez vraiment diplômé de votre baccalauréat en criminologie. Alors, le programme vise à former des étudiantes et des étudiants aux fondements de la criminologie. Ça, vous les avez déjà, les fondements de la criminologie, mais appliqués à la recherche. Ah, là c'est autre chose. Là, ce que vous avez appris au bac, là, tout à coup, là, vous vous servez de ça pour produire de la recherche scientifique. Ce n'est pas la même chose, là. C'est ça qui devient intéressant, là. L'étudiant est apte à analyser, avec une maîtrise, dans le courant de la maîtrise, est apte à analyser des données criminologiques, des données que vous allez aller chercher. Vous allez faire soit du recrutement, vous allez chercher des données statistiques, vous allez aller chercher vos données. C'est ça, ça veut dire aller sur le terrain, ça veut dire aller faire votre collecte de données vous-même. Ça, on va tout vous montrer ça, là, comment ça fait, puis comment ça se fait, puis quelles sont les techniques pour aller chercher des données, quelles sont les techniques pour analyser les données. On va tout vous montrer ça dans le cours de séminaire de recherche. Donc, vous allez être apte à analyser des données criminologiques à l'aide d'outils d'analyse et des outils méthodologiques qui sont à la fine pointe du savoir. C'est ce qu'on se dit. Excusez-moi, Madame Martel. Oui? C'est juste qu'il y a du monde dans la salle d'attente. C'est ça. C'est ouais. ce que je me disais. Hein? Vous avez bien fait de m'interrompre. J'y ai pensé. Là, il faut que j'essaie de voir comment je fais pour aller là. Et crime. Savez-vous comment je fais pour aller si je fais ça, c'est quoi? Non, si je fais ça, c'est quoi? Si je fais ça, c'est quoi? Si je fais ça, non. Bon. Puis ça, c'est quoi? Ah, c'est ici. Attendez. Participant. Admit all. OK. Est-ce qu'ils s'en viennent? Waiting room, admit. Pourtant, oui, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, merci. Ouais. OK. Est-ce que quelqu'un peut continuer à me le dire, ça, au fur et à mesure? Parce que il me semble que j'ai désactivé la salle d'attente, mais là, je n'ai probablement pas à cliquer sur le bon bouton, là. J'apprécierais si une personne parmi vous pourrait me le dire si jamais il y en a d'autres, là. Mais là, je viens d'allumer ma petite fenêtre, peut-être que je vais être correcte. Alors, merci beaucoup pour me l'avoir dit. Je vais finir par apprendre comment ça fonctionne. Alors, la maîtrise, j'étais rendue ici. Excusez-moi, hein, les personnes qui viennent d'être admises, là. C'est ça. Moi, je suis moins habile avec Zoom. Je n'ai pas enseigné l'année dernière. Donc là, je viens de trouver comment faire pour vous admettre. Je pense qu'il y en a un autre là. Eh, Seigneur. Bon, en tout cas, quelqu'un va m'avertir quand il va en avoir d'autres. Alors, je suis rendue à vous expliquer le programme de maîtrise.
en fait, ce que c'est qu'un programme de maîtrise en général, pas en particulier en criminologie, si on ne l'a pas vu encore. Alors, la maîtrise offre une formation qui permet aux étudiantes et aux étudiants de reconnaître des problématiques, de bâtir des problématiques, parce que c'est pas, on peut faire une problématique avec n'importe quoi, mais un problème, ça ne se présente pas comme ça, ce n'est pas une épiphanie qui tombe du ciel, là. C'est une situation, un événement, un élément qui se produit ou dont vous avez connaissance. Et là, vous allez être appelé à problématiser cette situation-là. On va voir dans le cours en janvier, le cours du séminaire de recherche, qu'est-ce que ça veut dire problématiser une situation. Donc, vous allez le problématiser. Sinon, si on ne problématise pas, on ne peut pas faire de recherche. Alors, on va vous former pour être capable de problématiser, créer des problématiques, en fait, et de vous poser des questions de recherche, aller chercher des données sur le terrain, différents types de données qualitatives, quantitatives, là, ça dépendra de vous, là. Et après ça, revenir et les analyser et produire des savoirs en criminologie. Ça, c'est une formation générale en recherche. Ça, c'est le but de toute maîtrise, de maîtrise-recherche. Maintenant, la maîtrise a aussi pour but de vous former à développer des habiletés ou des compétences qui sont nécessaires pour pouvoir analyser n'importe quel problème criminologique, mais des habiletés et des compétences qui vont vous permettre d'analyser un problème criminologique particulier, c'est-à-dire celui qui fera partie de votre objet d'étude. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que vous rentrez au programme de maîtrise, on vous forme à la recherche de manière générale, mais vous, avec votre objet d'étude, ce qui va constituer le cœur de votre mémoire de recherche, bien, vous allez devenir spécialiste de ce sujet-là, beaucoup plus que votre directrice ou votre directeur de recherche. Donc, c'est ça que ça veut dire ici. On va vous former, vous allez développer des habiletés, des compétences dans une problématique en particulier, celle que vous aurez choisie. Donc, je vous donne des exemples ici de problématiques criminologiques. Par exemple, le désistement du crime ou le système judiciaire pénal et les troubles mentaux, ou encore la criminalisation des personnes autochtones. Ça, ce sont seulement 3 exemples que j'ai choisis parmi une pléthore d'autres thématiques que vous pourriez, ou objets d'études que vous pourriez choisir et pour lesquels nous, on a les professeurs qui vous permettraient qui pourraient vous accompagner pour diriger votre étude, votre mémoire. Donc, ça, c'est seulement 3 exemples que je vous donne. Il y en a des tonnes d'autres. La personne diplômée est en mesure de déterminer des pistes de solutions aux problèmes que vous avez identifiés déjà au départ, fondées sur les analyses que vous allez faire de votre problème, de votre problématique, et sur vos connaissances approfondies de la criminologie, parce que vous ne faites pas juste de la recherche, vous allez continuer à lire sur votre objet d'étude, vous allez continuer à lire sur des cadres théoriques, sur différentes méthodes. Il y a une autre personne, je pense que je dois admettre, des méthodes d'analyse, des méthodes de recherche. Donc, à chaque fois que vous lisez, vous continuez à approfondir vos connaissances en criminologie. Et ça, autrement dit, le paragraphe que je viens de lire là, ça résume votre objet d'étude, votre mémoire à vous. Donc, à la maîtrise, vous allez acquérir une formation générale en recherche, puis vous allez acquérir des compétences dans votre objet de recherche à vous. Alors, le programme est composé de 45 crédits, comme à peu près tous les programmes de maîtrise sont composés de 45 crédits habituellement. Parmi ces 45 crédits-là, vous avez un cours obligatoire de 3 crédits, qui est le cours qui s'appelle Séminaire de recherche, là où vous allez commencer à rédiger, à bâtir votre projet de mémoire. Vous avez 6 cours optionnels à prendre pour un total de 18 crédits, et vous avez des crédits qu'on appelle des activités de recherche qu'on vous donne pour faire de votre recherche, mais qui ne sont pas des cours. Donc, vous n'avez pas à assister à des cours, vous n'avez pas de travaux à remettre dans ces crédits-là. C'est des crédits que vous payez, hein, qui ne sont pas gratuits, là, mais qui remplacent des cours. Fait que ça permet de libérer votre horaire
pouvez avoir moins de cours au moment où vous avez terminé vos cours de base. Puis ça vous permet d'être à temps plein, de rester à temps plein, donc d'obtenir des bourses ou de vous qualifier pour obtenir des bourses. Alors, je vais vous expliquer ici comment on articule le projet de mémoire, le programme de mémoire. Alors, dans les cours obligatoires, comme je viens de vous mentionner, vous en avez un seul, qui est le séminaire de recherche, comme je vous l'ai dit. C'est là où on travaille ensemble les différentes étapes de la recherche. C'est dans ce cours-là que vous allez les apprendre, les différentes étapes de la recherche. Ensuite, vous avez dans la règle 1, qui est la règle en rouge ici, c'est l'ensemble des connaissances théoriques. Là-dedans, il y a 2 cours. Vous devez en choisir un obligatoirement. Vous choisissez lequel entre les 2, mais il y en a un qui est obligatoire. Si ça vous intéresse de prendre les 2, il n'y a rien qui vous empêche de prendre les 2, mais c'est minimalement un. Alors, on a criminologie, CRI 7001 et 7002. 7001, c'est un cours de théorie. Pourquoi est-ce qu'on vous fait prendre des cours de théorie à l'automne et non pas à l'hiver? Bien, il n'est pas offert à l'hiver, mais à l'automne. Parce que ce cours de théorie-là que vous allez choisir, vous allez l'utiliser en janvier quand vous allez arriver dans le cours séminaire de recherche. Parce que les 2 cours de théorie ici, c'est là où on vous fait, on vous explique quels sont les grands cadres théoriques dans les 2 grandes visions du monde, les 2 conceptions du monde qui constituent la criminologie en général. Parce qu'on fait, vous le voyez dans vos cours de criminologie, hein, les professeurs ne se situent pas tous au même endroit, ils n'ont pas tous la même conception du monde social et donc leurs cours sont orientés en fonction de la conception du monde que chacune des professeurs a. Et donc, vous avez vu très bien qu'il y a des professeurs qui sont ancrés dont la conception du monde, elle est vraiment étiologique, c'est-à-dire où on s'intéresse aux causes du crime, les causes biologiques, les causes psychologiques, les causes familiales, par exemple. On s'intéresse aux causes du crime et on estime que le but ultime de la criminologie, c'est de connaître les causes du crime pour pouvoir prévenir la récidive et éventuellement supprimer le crime de la société. Si vous, dans le cadre de vos cours, vous sentez que vous avez des atomes crochus avec cette conception du monde-là, bien moi, je vous suggérerais de prendre le cours étiologie du comportement criminel. Parce que là, vous allez voir un ensemble de théories qui vont vous être utiles pour votre objet d'étude quand vous allez arriver en janvier. Parce que dans votre projet de mémoire, vous allez devoir constituer un cadre théorique. On ne fait pas de la recherche sans théorie, là. Il y a toujours une théorie qui est derrière le projet de recherche, une théorie ou un ensemble de théories qui est derrière le projet de recherche et sur lequel votre projet s'appuie. Déjà pour se légitimer, hein, déjà au départ, puis ensuite pour analyser vos données. Enfin, vous avez une recherche, je ne sais pas si vous voyez mon image, ma caméra, moi je suis là puis je fais des signes depuis tantôt, mais peut-être que personne ne me voit. Donc, vous avez une théorie ou un ensemble de théories qui se situe derrière votre projet à vous. Puis qui va appuyer la légitimité de votre projet. Puis quand vous allez avoir recueilli vos données, quantitatives ou qualitatives, et que là, vous allez commencer à les analyser, ces données-là, oups, là, le cadre théorique va réapparaître à l'avant-plan, et c'est là que vous allez mettre vos lunettes théoriques pour regarder vos données et les analyser à l'aide de ce cadre théorique-là. C'est pour ça qu'on vous offre les cours de théorie à l'automne, pour que vous ayez le temps de vous familiariser avec toutes ces théories-là. Après ça, en janvier, vous en choisissez 1, 2, ou dans ce groupe-là, vous essayez de construire votre Monsieur Patate. Là, on verra ça en janvier, le Monsieur Patate. Là. Mais bon, c'est comme ça qu'on construit un cadre théorique. Le 2e cours, 7002, s'appelle Contrôle et régulation. Ça, c'est l'ensemble des théories qui sont nées d'une conception différente du monde social, qui n'est pas l'étiologie. Alors, dans ce groupe de théories-là, ou ce groupe de chercheurs, on ne croit pas que le but ultime de la criminologie soit d'identifier les causes du crime. Les causes individuelles du crime, ça n'intéresse pas les criminologues de ce côté-là. Ce qui les intéresse, ce sont les structures d'oppression. Comment les structures d'oppression ont créé de la criminalité, ont créé des crimes, ont créé de la criminalité, comment ils oppriment à l'intérieur des prisons ou grâce à la prison, parce qu'on aurait pu choisir avoir une société sans prison. Hein. Ceux qui me connaissent, vous savez, moi, je me situe dans ce courant-là, dans cette conception du monde-là. Donc, les professeurs
estime qu'il y a comme plus qu'un objectif ultime de la criminologie comme discipline de recherche aussi. Alors, si vous sentez plus d'atomes crochus avec ce type de théorie-là, ben, on vous suggère de prendre le cours 7002, contrôle et régulation, parce que c'est là que vous allez voir les théories dites critiques. Critique de quoi? Critique de l'étiologie. C'est un peu comme ça là, que ça s'est créé, là, que ce courant-là est né. Donc, dépendamment des atomes crochus que vous sentez déjà dans le cadre de votre bac, c'est ça qui devrait vous permettre de savoir si vous vous intéressez aux deux types de théories, puis vous voulez les avoir les deux, ou si vous vous sentez vraiment une appartenance d'un côté ou de l'autre, pour pouvoir être mieux outillé pour arriver en janvier pour faire votre projet de mémoire. Ensuite, dans la règle numéro 2, la règle en mauve ici, là, on n'est plus dans les connaissances théoriques, on est dans les connaissances méthodologiques. Et ici, on offre 3 cours de méthodologie. Méthode Canty, méthode Cali, puis recherche évaluative. Ce sont 3 méthodes. On pourrait en avoir plus que ça. On pourrait avoir recherche-action participative, qui est une méthodologie de recherche qui est plus émancipatoire. Mais bon, on verra avec les années si on peut rajouter des cours de méthode. Mais pour le moment, on est capable, avec ces 3 cours-là, de s'assurer de rentrer tous les étudiants. Parce que même si vous préférez une recherche-action participative, par exemple, bien, ça rentre à l'intérieur des méthodes qualitatives, fait qu'on est capable de vous rentrer partout, tout le monde. À ce moment-là, ici, vous avez minimalement un cours qui est obligatoire à choisir. Vous choisissez parmi les 3. Si vous voulez en prendre 2, parce que vous avez un maximum de 2, vous pouvez en prendre 2. Cali-Canty ou recherche évaluative et Cali ou Canty. Bon. Ça, ce sont des cours qu'on offre en janvier. Pourquoi en janvier? Parce que là, en septembre, vous avez eu vos connaissances théoriques qui vont vous aider dans votre mémoire. Là, vous arrivez en janvier, puis en janvier, là, on commence, comme je vous l'ai mentionné, le séminaire de recherche. Là, on commence là, à voir toutes les étapes de la recherche. Puis là, vous commencez avec des exercices en classe, puis à la maison, vous commencez à bâtir votre projet de recherche. C'est super cool quand on est rendu là. Mais là, vous avez besoin de méthodologie, là, parce que dans votre projet de recherche, il va falloir que vous justifiez une méthode de recherche. C'est pour ça qu'on vous les offre en janvier, ces cours-là, pour que vous puissiez les faire en même temps que le cours de séminaire de recherche, pour que vous soyez là, vraiment à l'affût. Au moment où vous allez devoir choisir une méthodologie, vous serez en train de faire ces cours-là. Ensuite, on arrive à la règle 3, la règle des connaissances disciplinaires, c'est-à-dire des connaissances en criminologie. Et là, vous devez en choisir minimum 1, puis vous pouvez aller jusqu'à 4. Et là, vous pouvez choisir parmi l'ensemble des cours qu'on a ici. Je dois vous rappeler qu'en criminologie, pour le moment, à l'Université Laval, nous ne sommes que 13 professeurs. Hein, on n'est pas 70, là, comme dans d'autres disciplines. Donc, à 13 professeurs, nous, on doit enseigner 4 cours par année. Hein. Fait qu'on doit enseigner au bac, au certificat, au bac, puis maintenant, on doit enseigner à la maîtrise. Fait que là, on est comme 13 professeurs à se séparer, à essayer de se diviser pour enseigner dans 3 programmes. Ce qui fait qu'on n'a pas... À 70 professeurs, on serait capable de vous offrir beaucoup plus de cours dans la règle 3, la règle verte, mais pour le moment, on en a moins de professeurs. Fait qu'au fur et à mesure qu'on embauche des professeurs, bien là, il y a des nouveaux cours qui vont apparaître. Et enfin, dans la règle 4, qui est la règle de formation complémentaire, là, les cours hors programme, vous pouvez en choisir 0 ou vous pouvez en choisir 1. Et ça, on les a bien triés sur le volet, ces cours-là, pour vous permettre de choisir parmi un ensemble de cours qui restent quand même un peu périphériques à la criminologie, mais qui vous permettent de voir des problématiques à l'extérieur de la discipline. Donc, comment la sociologie voit telle chose, comment le droit voit telle chose, comment l'anthropologie voit telle chose. Et ça peut vous amener des éléments super intéressants pour votre mémoire à vous. Donc, c'est le fun d'aller butiner à l'extérieur de la discipline pour être mieux outillé après ça quand on revient dans sa propre discipline. Ensuite, le choix de la directrice ou du directeur de recherche. À la maîtrise, on ne vous demande pas de choisir avant d'entrer en septembre, d'entrer dans la maîtrise. Votre choix, parce qu'au doctorat, on exige d'avoir... on exige que les candidats aient identifié une directrice ou un directeur avant l'admission, ce qui n'est pas le cas à la maîtrise. Donc, on ne stresse pas avec ça, vous n'avez pas besoin de le faire.
Là où vous devez le faire, c'est entre septembre et décembre de votre première session. Donc, vous avez toute la session pour consulter des professeurs, aller voir, commencer à préciser vos intérêts de recherche grâce aux cours que vous allez suivre, puis commencer à aller voir sur les sites de cours des différents professeurs, si vous ne les connaissez pas tous, commencer à les consulter, prendre rendez-vous avec elles, avec eux, pour aller voir un peu si... Bon, j'hésite à utiliser le mot magasinage, là, parce que quand même, on n'est pas des objets à magasiner, là. Mais c'est là que vous faites le tour un peu là, des professeurs pour commencer à jaser avec eux, avec elles, pour voir qui serait intéressé, qui aurait de la place, parce que des fois, on en a accepté plusieurs avant vous, avant votre cohorte, on en a accepté plusieurs, puis là, tout à coup, on se dit, oups, là, j'en ai tellement, là, je ne peux plus en prendre pour une année ou deux parce que je déborde, puis je ne serai pas capable d'offrir une belle direction, une bonne direction, un bon accompagnement parce que j'en ai déjà trop. Ça se peut, ça, que vous rencontrez des profs comme ça qui vous disent, hey, pour le moment, je ne peux vraiment pas. Peut-être l'année prochaine, je pourrais, là, mais pour le moment, je ne peux vraiment pas. Donc, ça se pourrait. C'est pour ça qu'il faut que vous fassiez le tour des professeurs pour avoir une idée là, de qui pourrait le faire. Attendez, je vais revenir à cette diapo-là. Je vous ai mis ici, dans le bas de la diapositive, le lien pour que vous puissiez avoir accès à la page web de chacun des professeurs de l'école. Puis vous allez trouver des profs de criminaux que vous connaissez déjà, d'ailleurs. Mais des fois, on les connaît en enseignement, mais on ne les connaît pas en recherche. On sait ce qu'ils font au niveau de l'enseignement, mais moins ce qu'ils font en recherche. Allez voir sur leur site, ils vont vous expliquer, voici mes publications récentes, voici mes intérêts de recherche. Ça, c'est des informations qu'on n'a pas tout le temps dans les cours. Donc, allez voir ça. Bien, vous irez voir ça après l'admission. Les débouchés, voilà, je vous en ai mis quelques-uns. Mais il y en a plusieurs autres qui sont précisés, énumérés là, sur la page institutionnelle de la maîtrise en criminologie, le premier lien que je vous ai donné au tout début, là, dans la première diapo. Là. Donc, vous pourrez aller cliquer là-dessus puis aller voir l'ensemble des débouchés. Là, je vous en ai mis quelques-uns, ceux qui pourraient vous sembler les plus intéressants. Donc, vous pouvez toujours être analyste et autre chose. Donc, analyste et chercheur ou analyste ou chercheur, analyste, chercheur ou coordonnateur, coordonnatrice. C'est pour ça que des fois, je mettais là, des petits perpendiculaires, là, des petits slash. Donc, on peut être analyste, coordonnatrice de programme d'aide aux victimes d'actes criminels ou de programme de surveillance en communauté. On peut être analyste pour les services de police. On peut être analyste en gestion de données criminelles sur le vol et la fraude. Bon, j'en ai pris quelques-uns comme ça qui figurent sur le site institutionnel de l'Université Laval, là, de la maîtrise. On peut travailler pour des services de police, on peut travailler pour des organismes communautaires, on peut travailler pour des ministères, ministère de la Sécurité publique, ministère de la Justice, notamment. On peut faire de la recherche, on peut être analyste de politique pénale aussi avec une maîtrise, au sein soit d'instituts de recherche ou de centres de recherche qui sont liés à des gouvernements, comme par exemple Statistique Canada ou l'Institut de la statistique du Canada ou l'Institut national de prévention du crime du Québec, par exemple, ou du Canada. Donc, c'est l'ensemble ça vous donne une idée du type d'emploi qu'on peut obtenir. Mais c'est sûr qu'avec vous pouvez toujours être intervenant parce que vous avez votre baccalauréat en intervention. Avec le bac avec la maîtrise en criminologie, bon, vous avez la carte d'affaires intervenant en relation d'aide en criminologie, mais là, vous allez aussi avoir la carte d'affaires chercheur, analyste, qui est donc c'est une carte supplémentaire, c'est une corde supplémentaire à votre arc qui va vous permettre de choisir entre intervention ou des postes plus supérieurs qui font en sorte que vous ne serez pas dans l'intervention sur le terrain avec des personnes vulnérabilisées, mais vous allez être à un autre niveau où là, vous allez comme coordonner des choses, vous allez penser des nouveaux programmes, vous allez peut-être ouvrir des nouvelles ressources, puis gérer des nouvelles ressources, faire de la recherche ou évaluer de la recherche aussi pour des instituts de recherche ou des gouvernements. Donc, c'est ça que ça donne une maîtrise en criminologie.
Au niveau de l'équipe de gestion des études, si vous avez des questions concernant l'admission au programme, des questions administratives, là, est-ce que je dois inclure ceci, est-ce que je dois inclure ça, quelle est la date limite des admissions? Je vais vous la donner tout à l'heure, mais la personne clé pour répondre à vos questions s'appelle Madame Gisèle Lafleur. Elle est conseillère à la gestion des études, puis c'est celle qui nous est attribuée en travail social et en criminologie. Donc, les questions portant sur la criminologie, elle en reçoit beaucoup. Puis je vous donne ses coordonnées. C'est à elle qu'il faut envoyer ces questions-là. Si vous avez n'importe quelle autre question, que des questions administratives sur le processus d'admission, puis que vous ne savez pas où vous adresser, vous pouvez toujours vous adresser à Isabelle Duclos-Proto, que vous connaissez déjà, qui est l'agente de gestion des études de toute la criminologie. Donc, vous êtes probablement déjà familière avec cette personne-là. Vous pouvez envoyer vos questions à Mme Duclos-Proto ou sinon, vous me les envoyez à moi. Puis là, moi, je serais capable d'y répondre ou bien de vous rediriger si jamais c'est des questions très, très pointues qui ont rapport au registraire ou, bon, à ce moment-là, des questions administratives, ce n'est pas la direction de programme qui répond à ça, parce que souvent, je ne connais pas la réponse. La direction de programme, c'est la directrice, directeur de programme, c'est la personne qui supervise tous les étudiants, s'assurer que les étudiants n'ont pas de problème ne rencontrent pas de problème au cours de leur programme de maîtrise. Puis c'est la personne aussi qui s'assure de la qualité optimale du programme. Donc, pas le contenu des cours en soi, mais est-ce que les cours sont d'un niveau suffisamment élevé pour la maîtrise? Est-ce que les étudiants apprennent vraiment certaines compétences qu'ils doivent apprendre et qui sont inscrites dans le règlement des études de l'Université Laval? Il y a une série de compétences que vous devez apprendre, que vous devez acquérir à la maîtrise. Bien, est-ce que le contenu de nos cours permet aux étudiants de développer ces compétences-là? Fait que moi, c'est vraiment la qualité du programme. Les étudiants, s'assurer que les étudiants n'ont pas de problème, ils progressent bien. Déjà, s'assurer que les étudiants progressent et non pas que les étudiants stagnent, parce que moi, ça me tient à cœur particulièrement. Là, les étudiants qui stagnent, là, ça, il ne faut pas. Si je vois dans votre suivi que, oups, là, ça fait un petit bout, puis là, vous semblez stagner, là, c'est sûr que je vais communiquer avec vous. Je dis, ben, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que vous avancez plus? Depuis une session, depuis 2 sessions. Là, vous avancez plus. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on va essayer de réfléchir ensemble. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vous faire redémarrer, pour pas que vous finissiez par manquer de motivation et quitter le programme. Donc, on essaie de s'assurer. Moi, je surveille un peu pour m'assurer que je fais un suivi annuel de tous les étudiants et étudiantes pour s'assurer que tout le monde progresse, tout le monde avance. Il y en a qui avancent très vite, il y en a qui avancent moins vite, mais ça dépend beaucoup de chaque personne, de chaque situation personnelle. Puis ça dépend de chaque objet d'étude aussi. Il y a des objets d'étude où le recrutement peut être beaucoup plus long que d'autres. Donc ça, ce n'est pas la vitesse de votre progression qui est problématique, c'est si vous n'avancez plus du tout. Ça m'inquiète. Fait que là, il faut que j'aille voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi vous n'avancez plus. Donc, c'est un peu ce genre de suivi-là que je fais avec Mme Duclos-Proto pour s'assurer que tout le monde est toujours en train de progresser puis personne ne rencontre des problèmes majeurs dans le courant de votre programme de maîtrise. Ce que j'avais oublié de mentionner, c'était la date butoir d'admission, de réception des demandes d'admission. À la maîtrise, la date, c'est le 1er février pour envoyer votre demande complète d'admission. C'est sûr qu'on en reçoit après le 1er février. Là, on en reçoit, vous allez voir sur le site de l'Université Laval, là, c'est écrit, le site pour la maîtrise en criminologie, c'est écrit qu'on accepte les admissions tardives jusqu'au 15 août. 15 août. Ça, c'est 2 semaines avant le début des cours. Bon, ça, c'est une date qui a été avancée par l'Université Laval parce que admettre des gens tardivement, ça permet de remplir les coffres, n'est-ce pas? Mais sur le terrain, ce n'est pas une date qui est fonctionnelle. On ne peut pas en 2 semaines, surtout ces 2 semaines-là, c'est-à-dire juste avant le début de la session, de l'année scolaire, en fait, l'année universitaire, le mois d'août, là, pour tout le monde, pour tout le personnel de soutien et tous les professeurs, c'est le pire mois de l'année.
Pour nous autres, là, on a de la broue dans le toupette. Tout le monde a de la broue dans le toupette pendant le mois d'août. Puis quand il nous arrive des admissions le 15 août, là, on est obligé de mobiliser plein de gens pour évaluer la demande d'admission en 4e vitesse, alors que tout le monde est déjà débordé, puis là, on a envie de pleurer, puis on dit ah! Ça, j'aime pas ça, de mobiliser tout le monde. Puis là, tout le monde est en panique. J'ai pas le temps, oui, mais j'aurais besoin de ça pour demain parce qu'il faut que je l'admette. Donc, s'il vous plaît, là, je suis en processus avec mon comité de programme pour essayer de changer la date au 1er juin parce que ce n'est pas viable le 15 août. Donc, s'il vous plaît, ne vous fiez pas à cette date-là. Et je vais terminer avec une autre information qui est liée avec ce que je viens de vous dire. Le programme de maîtrise n'est pas un programme contingenté. Le programme de maîtrise, notre maîtrise à nous, là, en criminologie, n'est pas un programme à capacité limitée. C'est vrai. Donc, on pourrait penser qu'on peut admettre 100 étudiantes et étudiantes si on veut. On ne peut pas. Parce que chaque programme de maîtrise, c'est écrit dans le règlement des études, là, si vous voulez aller voir, tous les programmes de maîtrise et de doctorat sont comme limités naturellement par les ressources professorales puis la disponibilité des ressources professorales. Ce que ça veut dire, c'est que si on avait 70 professeurs, on pourrait en admettre beaucoup des étudiantes et étudiants parce qu'on a 70 professeurs qui peuvent diriger un mémoire de maîtrise. On est 13 pour le moment. Donc, ça veut dire que quand on va arriver à peu près, là, cette année, la première année, on en a admis 24, cette année, on en a admis 30. Une trentaine pour le moment, là, avant qu'on puisse embaucher d'autres professeurs, puis il y a des nouveaux professeurs qui s'en viennent, là, mais avant qu'on puisse embaucher d'autres professeurs ou que ces professeurs-là puissent tomber dans le département, une trentaine d'admissions, c'est pas mal le maximum qu'on est capable de prendre individuellement là, pour s'assurer que tout le monde a une directrice ou un directeur de programme. Donc, on n'est pas contingenté à 30, on n'est pas à capacité limitée à 30, mais on est comme naturellement limité à 30 en raison du nombre de professeurs, du fait qu'on n'est pas très, très nombreux pour le moment. Donc, si vous attendez au 1er juin pour déposer votre demande d'admission, ça se peut que je sois obligée de vous dire, désolé, on n'a pas assez de professeurs pour admettre d'autres personnes, même si vous avez vous répondez à tous les critères d'admission. Ça se pourrait que je sois obligée de vous dire, bien, on en a déjà admis 30, je ne peux pas en admettre plus parce qu'on n'a pas suffisamment de professeurs pour le moment. Vous savez, la criminologie, ce n'est pas très vieux. Hein? Ça fait, le bac en criminologie a ouvert il y a 10 ans, en fait. Et donc, ça fait juste 10 ans d'existence qu'on a, puis on essaie de pousser l'université pour nous donner plus de postes de professeurs, mais bon, il y a des coupures ici et là, puis ce n'est pas tout le temps nous autres qui gagnons non plus, quand on fait notre plaidoyer pour obtenir des postes. Donc, pour le moment, on est à 13. On est supposé en avoir un autre cet hiver. Là. Ben, en fait, il a été confirmé. On va être capable d'embaucher cet hiver. On va être rendu à 14, mais entre 14 et 70, là, on n'est pas encore rendu là. Quand on aura 30 ans, 40 ans d'existence, là, on aura beaucoup de professeurs. Mais pour le moment, on n'a pas tant que ça. Donc, attendez pas beaucoup plus tard que le 1er février, pas longtemps après, parce que dès que je vais arriver à mon 30, là, ça se pourrait que je sois obligée. Cette année, j'ai été obligée de dire non à des gens qui se qualifiaient pour la maîtrise, mais j'ai reçu leur demande beaucoup trop tard. Puis les 30 autres avaient déjà accepté l'offre d'admission. C'est sûr que je fais plus que 30 offres d'admission. J'en fais plus que 30 parce que je sais qu'il y en a qui vont dire non. Mais quand j'arrive à mes 30 qui ont dit oui, je veux y aller, j'accepte l'offre d'admission, bien là, j'arrête parce que avec nos professeurs, on ne sera pas capable de gérer tout ce monde-là. Parce que chaque année, il faut comprendre que les étudiants qui ont été admis l'année passée en maîtrise, que les professeurs ont accepté pour superviser les accompagner là, dans leur maîtrise, bien, ils n'ont pas diplômé encore, là, ils sont encore dans le programme. Là. Puis là, ils sont rendus à l'étape du recrutement, ils sont rendus à l'étape du terrain. Donc là, les professeurs, on n'est plus engagés. Si vous voulez avoir une bonne supervision là, d'un professeur qui va avoir le temps pour vous, bien, je ne peux pas les surcharger. Si je les surcharge, vous n'aurez pas une belle expérience avec votre directrice ou directeur parce qu'ils n'auront pas beaucoup de temps pour vous, parce qu'ils vont avoir trop d'étudiants. Alors, je vais terminer mon partage pour essayer de répondre
Là, je vois un 5, un chat. OK. OK, je vais essayer de voir, prendre le micro, car je pense que Mme Martel ne voit pas le chat. Oui, oui, c'est ça, je ne voyais pas. Est-ce que quelqu'un peut accepter? OK. Pouvez-vous fermer mon micro? OK. OK, bon, c'est parfait. Là, j'ai vu le chat, puis il n'y avait pas de questions. Est-ce que, en levant la main, est-ce que certaines d'entre vous auraient des questions concernant ce que je viens de dire, peut-être des choses que je n'aurais pas dites? OK, je vais donner la parole à Mme Tessier et ensuite à Mme Paradis. Oui, en fait, je me demandais, quand vous dites qu'il y a certaines demandes qui sont refusées, mais qui répondent à tous les critères, mais juste, vous n'avez pas le choix d'en refuser vu qu'il y a trop de personnes. À partir de là, c'est quoi les critères, dans le fond, que vous retenez pour choisir un étudiant plus qu'un autre? C'est-tu à cause de la Code Z ou vous évaluez la lettre de motivation puis d'autres choses? Le processus d'admission, il est toujours complexe. Puis plus on monte dans les études supérieures, plus il y a des éléments de complexité qu'on n'avait peut-être pas au bac. Tu sais, rentrer au bac, ça vous prend une cotère de temps. Ça s'arrête à peu près là. Mais à la maîtrise, les choses deviennent plus compliquées. Une personne qui remplit les critères, une des choses qu'on va regarder, c'est en fonction de ses objectifs, ses intérêts de recherche, est-ce qu'on pense qu'on aurait un ou deux professeurs qui auraient des expertises spécifiques ou périphériques qui pourraient diriger cette personne-là? Ou est-ce qu'on aurait besoin de mettre en place une codirection pour s'assurer que cette personne-là va pouvoir rentrer? Puis, donc, je ne vous dirai pas que c'est premier arrivé, premier servi, parce que ce n'est pas ça. Il y a des personnes de toute façon, il y a des personnes qui se qualifient moins, qui ne répondent pas entièrement aux critères, mais remarquez que dans les critères que je vous ai nommés, là, bon, il y a le CV, il y a la lettre de motivation. Une lettre de motivation, là, ça peut être bourré de fautes. Admettons que c'est bourré de fautes de français. Ça se pourrait qu'on dise, ouais, si c'est bourré de fautes de français déjà à la lettre de motivation, la professeure ou le professeur qui va diriger cette personne-là, si on l'admet, ça veut dire que cette personne-là va devenir un linguiste ou une linguiste, puis va être obligé de tout corriger parce que puis à un moment donné, on ne comprend pas les arguments qui sont développés dans un processus de recherche quand le français est vraiment problématique. Là, ça se pourrait que cette personne-là, on la mette sur une pile un petit peu à côté, puis qu'on se dise, on reviendra à cette personne-là, on va voir avant. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un élément de subjectivité dans le processus d'admission, parce que ça, c'est un exemple que je viens de vous donner. Il peut y avoir d'autres exemples aussi, comme celui que je vous ai donné tout à l'heure lorsque je parlais. Dans votre lettre de motivation, je vous ai demandé de nous parler un petit peu de un ou deux intérêts de recherche. Mais si vous en mettez 10-15, pour nous, ça veut dire, OK, cette personne n'a aucune espèce d'idée pourquoi elle rentre en maîtrise. Ça se pourrait qu'on vous mette sur une petite pile à côté puis qu'on se dise, on va peut-être commencer à y aller avec des gens qui ont une petite idée, pas une idée précise, là, ne paniquez pas, ce n'est pas ça qu'on vous demande. Mais vraiment, l'idée de me donner des intérêts de recherche, c'est vraiment pour savoir, est-ce que j'ai les profs pour aider cette personne-là? Si je n'ai pas de prof, on est à des années-lumière des expertises des professeurs, je vais vous dire, on aurait aimé ça, vous admettre, mais on ne peut pas parce qu'on peut pas, il n'y a personne qui va pouvoir vous diriger. Enfin, vous ne serez pas bien servi dans ce projet-là. Donc, c'est vraiment l'objectif primaire pour lequel on vous demande des intérêts de recherche. C'est pour ça que je vous ai dit, mettez-en pas 5-6, où vous pouvez en mettre un qui est vraiment général, puis me dire, à l'intérieur de ça, du désistement du crime, je serais particulièrement intéressée à tel petit aspect ou tel autre petit aspect. Déjà, je suis capable de me dire, OK, ça va être facile de savoir si on est capable d'y trouver un prof ou une professeure pour diriger son mémoire de maîtrise. C'est juste que si vous partez sur des ballons, toutes sortes de ballons, ça se peut qu'on se dise, ouais,
Ça va être problématique pour l'étudiant parce que l'étudiant ne sait pas comment se brancher, n'est pas encore branché, mais on ne vous demande pas de vous brancher ad vitam aeternam. On le sait parce qu'on passe notre vie à faire de la recherche, que quand on commence à préparer le projet de recherche, le projet de mémoire dans votre cas, c'est sûr que votre objet de recherche va bouger un peu. C'est sûr que l'idéal que vous aviez au début quand vous êtes rentré en maîtrise en septembre va s'être modifié un peu. Il y a beaucoup de deuil à faire en recherche. Hein? On arrive toujours avec des projets grandioses. Puis à un moment donné, on se rend compte, ouais, je ne peux pas faire ça parce que ça va me prendre 10 ans pour faire ce projet-là. Puis votre directeur, directrice, il va vous le dire aussi. Il va dire, non, une maîtrise là, à temps plein, ça se fait en 2 ans. 2 ans et demi peut-être, là, mais à temps plein, là, ça ne devrait pas être plus long que ça parce que la seule démonstration que vous avez à faire, je vous le rappelle, c'est de nous démontrer que vous avez compris quelles sont les étapes de la recherche puisque vous êtes capable de les appliquer. On ne vous demande pas d'écrire le livre du siècle où vous allez, comme Einstein, renverser la physique au complet. On ne vous demande pas de faire ça. Donc, partez pas sur des ballons où vous allez avoir un espèce d'idéal qui serait en fait un programme de recherche et non pas un projet de recherche. Un programme de recherche, à l'intérieur d'un programme de recherche, on peut avoir 10, 15 projets de recherche. On ne veut pas un programme de recherche, on veut un projet de recherche. Donc, commencez à y penser. Si vous êtes intéressé, commencez à y penser un petit peu. Puis, si vous êtes capable, essayez de rétrécir un petit peu vos intérêts. C'est juste que ça va nous aider à savoir, pas à savoir si vous êtes assez bon pour rentrer à la maîtrise, à savoir si on va être capable de vous superviser avec les professeurs qu'on a. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un élément un petit peu plus subjectif au niveau de l'admission parce que les éléments les lettres de recommandation qu'on vous demande, là, bien, choisissez vos personnes attentivement. Là. Si vous choisissez un professeur dont vous avez été l'étudiant dans le cours justice pénale il y a 3 ans, quand vous avez commencé votre bac, en justice pénale, bon là, ça fait une couple d'années que je ne l'ai pas enseigné, mais il y a 387 étudiants. C'est sûr que je ne me rappelle plus de vous autres sur 387. Demandez-moi pas une lettre. De toute façon, moi, je ne peux pas vous en écrire parce que je suis directrice. Je suis comme juge et partie en même temps. C'est comme je soutiens votre candidature, puis après ça, il faut que je décide si je vous admets ou non. Fait que moi, je ne peux pas vous écrire de lettres. C'est comme il y a un conflit d'intérêts. Là. Fait que, au niveau éthique, je ne peux pas faire ça. Là. Mais les autres professeurs peuvent le faire. Mais choisissez-les attentivement. Si vous avez eu des super grosses notes avec un professeur, il y a des bonnes chances que ce professeur-là se souvienne de vous. Puis il va se souvenir de la qualité des travaux que vous avez remis. Ah! Là, il ou elle va être capable de vous écrire une lettre vraiment que nous, on va pouvoir lire puis se dire, OK, là, on a des éléments. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que vous semblez, d'après les personnes qui vont vous donner des lettres de référence, est-ce que vous semblez posséder des qualités, pas des compétences. Des compétences, on va vous former à ça, mais des qualités à la recherche. Par exemple, une des qualités principales, c'est la curiosité. En tant qu'humain, êtes-vous une personne qui est fondamentalement curieuse ou non? Une personne qui n'est pas curieuse, on se dit, ben, en recherche, il faut être curieux. Parce que si on n'est pas curieux, on s'enligne dans une ligne droite. Ah, mon directeur, il m'a dit de faire ça, je ne fais pas plus que ça, je ne vais pas plus loin, puis ça va donner ça. OK, vous allez l'avoir, votre maîtrise, mais Colin, vous allez avoir de la misère d'envie à continuer à faire un emploi en recherche parce que vous n'avez pas cette curiosité-là. Donc, est-ce que les gens sont curieux? Êtes-vous curieux dès le départ? Ça se développe, la curiosité, mais il y a quand même une limite à développer la curiosité. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Il y en a qui en ont un petit peu, il y en a qui finissent par la développer beaucoup. Mais autrement dit, quand vous êtes dans vos cours, puis là, il y a un professeur qui vous parle de telle chose. Est-ce qu'automatiquement, dans votre tête, vous vous dites, « Hein, voyons, ça ne se peut pas. Je vais aller voir sur Google, par exemple. » Je dis n'importe quoi, là. Je vais aller voir sur Google pour avoir plus d'informations ou « Ah, j'ai trouvé un article sur ça. Hey, gars, ça donne plus de détails que ce que le prof m'a donné. » C'est ça, de la curiosité. Êtes-vous mené par cette curiosité-là? Vous vous promenez dans un sentier, vous faites la randonnée pédestre, vous vous promenez, puis à un moment donné, vous voyez une petite pancarte avec une flèche qui dit tourbière à 500 mètres. Hein, tourbière? Je ne sais pas c'est quoi. On va aller voir c'est quoi. C'est ça, de la curiosité.
Êtes-vous mené par la curiosité? Ça va être garant de votre motivation. Parce que là, c'est un programme de 2 ans à temps plein. Hein, ce n'est pas très long, la maîtrise, mais ça, c'est 2 ans si vous travaillez à temps plein. Puis temps plein, ça veut dire quoi? Une fois que vous aurez fini vos cours, là, travailler à temps plein sur de la recherche, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler 40 heures par semaine sur votre recherche. Ce n'est pas travailler 4 heures par jour. Ce n'est pas temps plein, ça. Fait que est-ce que votre objet d'étude va vous motiver suffisamment pour être capable de travailler 8 heures par jour? Puis on en a eu des étudiants qui travaillaient 6 jours semaine. C'était un petit peu trop là, quand même. On disait, hey, fais d'autres choses. Là. Libère, aère ton esprit, là, puis tu vas être plus intelligent quand tu vas revenir lundi. Là, mais faites autre chose à un moment donné, mais c'est un minimum 40 heures semaine. C'est ça qui vous motive, c'est votre emploi principal de faire de la recherche dans le mémoire, votre maîtrise en criminologie. Donc, votre curiosité naturelle va déterminer beaucoup votre motivation à rester motivé. Là, vous allez, au début là, de la maîtrise, vous allez avoir des cours. Fait que vous allez rencontrer des étudiants, vous allez jaser, ça va être le fun, vous allez rencontrer des professeurs, différents types de professeurs. Mais quand vous allez avoir fini tous vos cours, là, puis que vous allez avoir votre projet de mémoire prêt, puis que là, vous allez partir dans votre recherche, vous ne verrez plus grand monde, là. Vous allez voir votre directrice, votre directeur, puis peut-être avoir gardé certains liens avec d'autres étudiants de votre cohorte, mais ça devient un processus qui est un peu solitaire. Puis tout le monde le dit. Puis au doctorat, c'est encore pire parce que là, vous en avez pour 5 ans. Tu sais. Ça devient solitaire à un moment donné. Puis si on manque un petit peu de motivation, bien, c'est là qu'on commence à décrocher. Puis on décroche. Ça, c'est de votre objet d'étude, votre projet, puis ça, c'est vous. Puis là, on s'éloigne. Puis plus on s'éloigne, plus on se sent coupable. Puis plus on se dit, oh, il faudrait que je travaille, je me sens coupable. Mais là c'est difficile de revenir. Là. Voyez-vous comment c'est difficile? Alors que si vous restez toujours accroché grâce à votre motivation, puis votre curiosité, vous restez toujours accroché. Hey, c'est pas compliqué. Le lendemain matin, vous repartez. Ah oui, on repart pour une autre journée de 8 heures. Go! Là, c'est toujours frais dans votre tête. C'est un effort intellectuel, faire de la recherche. C'est pour ça qu'il faut rester accroché. Est-ce que vous avez cette curiosité-là, puis cette motivation-là? C'est sûr que vous allez l'avoir parce que vous êtes. Bien, il y en a des étudiants qui l'ont moins, mettons. Fait qu'on est tout le temps là à essayer de. Des fois, on travaille plus fort que l'étudiante ou l'étudiant en maîtrise. On le veut plus qu'eux autres. Ce n'est pas bon signe, ça. Fait que c'est un peu des éléments comme ça qu'on essaie d'entre-apercevoir au moment de l'admission. Des fois, on réussit, puis des fois, on ne réussit pas. Puis, il y a des étudiants qui semblaient, wow, absolument extraordinaires. Puis là, oups, une fois rentrés dans la maîtrise, on se rend compte, OK, ils ont un petit peu plus de difficultés qu'on pensait. OK, bon, bien là, rencontre avec la directrice de recherche. Ça ne fonctionne pas trop. Rencontre avec la directrice de programme ou les trois ensemble. On essaie de comprendre qu'est-ce qui ne va pas bien. Est-ce qu'on a besoin de modifier le projet pour que ça vous intéresse un peu plus ou qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour essayer de vous accompagner, vous tenir la main jusqu'à la diplomation. Mais à un moment donné, il y a des limites à ce qu'on peut faire. Tu sais, la motivation, c'est vraiment intrinsèque. Là. Ça vient de vous, il faut que ça vienne de vous. Nous, rappelez-vous, on vous accompagne. Ce n'est pas notre mémoire à nous, c'est le vôtre. Donc, c'est pour ça que vous avez les 2 mains sur le volant. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Là. C'est vous qui menez la barque. C'est vous qui déterminez la vitesse à laquelle la barque va avancer. Puis là, votre directrice, elle va vous suivre. Si vous voulez aller vite, OK, on suit. On est capable de suivre. Si vous voulez aller lentement, j'ai un étudiant en ce moment, là. Ça fait 9 ans qu'il est à la maîtrise. Ce n'est pas bon signe, ça. Et j'ai beau essayer de l'accélérer, il n'accélère pas. Puis là, je veux. Puis, oui, mais tu as un super sujet extraordinaire. Vraiment, là, c'est vraiment le cas. Là. Wow, ça, je pense que ça n'a jamais été fait. Ça va être fantastique. C'est lui qui l'a choisi, ce n'est pas moi. Mais son sujet de départ, ce n'est pas son sujet maintenant. Le sujet de départ, c'était autre chose. Puis là, plus il lisait, plus il se disait « Ah non, je pense que c'est vraiment plus ça qui m'intéresse. OK, on va aller là. » Il lit encore « Ah non, je pense que c'est vraiment ça. » OK, à un moment donné, j'ai dit « OK, le lecteur perpétuel. » Ça, c'est un défaut, ça. Aux études supérieures, là, c'est un défaut. En recherche, c'est un défaut. Le lecteur perpétuel. À chaque fois que la personne lit quelque chose, elle vient une nouvelle idée.
Elle lit d'autres choses, elle a une nouvelle idée. Fait que là, elle s'en va tout le temps de même, là, puis elle n'est pas capable de rester centrée. Ça fait en sorte que ces personnes-là ne finissent pas par finir. Mais 9 ans sur les épaules d'un professeur, c'est lourd. Là. À un moment donné, on dit, ben là, on peut-tu le diplômer? Mais cette personne-là, les circonstances sont différentes. C'est une personne qui est à la retraite, qui a 65 ans, qui a fait sa carrière, qui a commencé une maîtrise après avoir pris sa retraite du marché du travail. Fait que pour cette personne-là, la maîtrise, c'est comme, ça prendra le temps que ça prendra. Il n'y a pas d'urgence. Je comprends, mais l'Université Laval, à un moment donné, va allumer, puis il va y envoyer un message, il va lui dire, non, si vous ne finissez pas dans les 6 prochains mois, on vous sort du programme. Puis moi, je ne sais plus quoi faire pour essayer de le raccrocher. Mais il est motivé, mais il y a toute une vie à l'extérieur de sa maîtrise, fait que ça devient difficile. C'est pour ça qu'il faut rester. Puis lui, il s'est décroché souvent. Là. Puis là, il faut qu'il se raccroche, puis là, il se décroche, puis là, il raccroche. Ce qui fait qu'il est souvent un étudiant sous-marin. On n'aime pas ça, les étudiants sous-marins, parce qu'on le sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais, un étudiant qui part dans les profondeurs marines, puis qui ne donne plus signe de vie pendant des mois et des mois, on n'en entend pas parler. Puis là, tout à coup, oups, il refait surface. Coucou, je suis là, j'ai écrit 3 pages en 3 mois. On dit pardon? Non, ça ne marche pas. Là, les étudiants sous-marins, là, nous, on a peur de ça. Il ne faut pas que vous deveniez sous-marin. Donnez des nouvelles à vos directeurs tout le temps. Donnez des nouvelles, juste pour savoir que vous êtes toujours en train d'avancer. À petite vitesse ou à haute vitesse, peu importe, mais vous êtes toujours en train d'avancer. Quand on n'a plus de nouvelles de vous, là, puis que vous devenez sous-marin, là, on s'inquiète. Puis là, la directrice de programme, elle va s'inquiéter. Elle va dire non, j'en veux pas d'étudiants sous-marins. Go, on y va. À moins qu'il se passe des choses dans votre vie. Mais là, il faut nous le dire. Il faut le dire à la directrice de programme, il faut le dire à votre directeur, directrice de recherche pour qu'on le sache qu'il se passe des affaires dans votre vie puis que là, vous ne pouvez pas penser à votre mémoire, vous êtes occupé ailleurs. C'est correct, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Vous allez juste poursuivre plus tard quand vous allez revenir. On va être là et on va continuer à vous accompagner. Mais s'il n'y a rien qui se passe dans votre vie, mais que vous estimez que travailler 4 heures par jour, c'est un temps plein pour vous, non. Là, on va vous dire non, vous n'êtes pas assez motivé, vous n'êtes pas assez curieux. Donc, la réponse est très longue, hein, malheureusement, mais en tout cas, c'est un petit peu pour expliquer que par la force des choses, il y a un petit processus qui est subjectif aussi parce qu'on essaie de voir un peu ça. Donc, choisissez bien les personnes qui vont répondre, qui vont vous donner des lettres de référence pour qu'elles vous connaissent vraiment suffisamment pour être capable de mettre là, de la viande autour de l'os pour que nous, on puisse lire ça et qu'on se dise, ah ben oui, regarde, ce professeur-là, ou peu importe, la personne nous dit qu'elle a vraiment eu confirmation que cette étudiante-là ou cet étudiant-là a des capacités d'écriture extraordinaires ou a déjà travaillé pour ce professeur-là, a été assistant de recherche, puis cette personne-là, elle est dédiée ou cette personne-là a fait la preuve qu'elle est toujours à l'heure, c'est une personne ponctuelle, c'est une personne que... Bon, ça, c'est des éléments qu'on a besoin de savoir. Donc, ça, c'est du subjectif, mais c'est ça qu'on a besoin de savoir. Madame Paradis. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, pas très fort, mais oui, allez-y. En fait, j'ai des petites questions concernant le cheminement sur les 2 années là, de la maîtrise. Dans le fond, là, quand vous avez parlé tantôt des 24 crédits, que vous avez dit qu'on n'avait pas de cours, ça consiste à quoi? Hein? Ça consiste à quoi? Oui. Par exemple, vous rentrez en septembre, vous êtes à temps plein. OK, je prends toujours le profil le temps plein. Vous rentrez en septembre, vous avez 4 cours à suivre. Le cours de théorie, plus 3 cours, soit un cours, pas les cours de métaux parce qu'ils sont offerts à l'hiver, soit un cours 2 cours, par exemple, de connaissances criminologiques, puis un cours hors programme. Vous avez 4 cours. Vous arrivez en janvier. Vous avez le cours obligatoire qui est séminaire de recherche. Vous avez un cours de méthodologie ou 2, parce que vous devez être 4 cours. Hein. Peut-être 2 cours ou un autre cours de le hors programme, vous ne l'avez pas pris en septembre, vous le prenez en janvier, ça vous fait 3 cours. Là, oups, il vous manque un cours. Bien, vous prenez votre première activité de recherche qui vaut 3 crédits. Mais ce n'est pas un cours, ça. En fait, vous allez avoir 3 cours avec 3 professeurs, avec des travaux à remettre dans ces 3 cours-là. Mais le 4e, c'est du vent.
ces 3 crédits que vous avez payés, ces 3 crédits qu'on vous donne, mais vous n'avez rien à faire pour ça. Comme ça vous met à temps plein, mais ça vous libère des exigences d'un cours, fait que ça vous donne plus de temps pour travailler sur séminaire de recherche. Parce que c'est un cours quand même qui demande pas mal de travail, parce que vous êtes en train de bâtir votre projet de recherche. Fait que c'est parfait de mettre une activité de recherche, parce qu'il n'y a rien, c'est du vent. Vous n'avez pas de cours, là. Vous n'avez rien. Vous en avez 3 vrais cours. Puis l'année ou à l'été prochain, c'est-à-dire l'été, le premier été, soit vous êtes encore à temps plein ou soit vous n'êtes juste pas là. Vous vous inscrivez à rien. Si vous vous inscrivez à rien, vous n'êtes pas inscrit. Vous revenez en septembre. Mais si vous vous inscrivez à l'été, comme la plupart des étudiants font, parce qu'en avril, quand votre projet de mémoire est fait, est rédigé, là, vous devez, si vous faites de la recherche auprès de personnes humaines, vous devez passer par l'approbation éthique. Donc, vous devez soumettre votre projet au comité d'éthique de recherche de l'Université Laval, le CERUL. Puis là, eux, ils vont évaluer ça. Donc là, vous devez continuer à travailler au mois de mai. Là, les cours finissent en avril, vous travaillez en mois de mai pour bâtir ça. Puis là, vous soumettez votre projet au début de l'été, puis vous allez avoir une réponse en septembre. Mais là, il faut que vous soyez inscrit quelque part. Vous vous inscrivez à quoi? Vu qu'il n'y a plus de cours à suivre, vous vous inscrivez à une activité de recherche qui, elle, va valoir, je pense, la première vaut 3 crédits, les autres valent 6 ou 7 crédits, quelque chose, ou 12 crédits, mais sont considérés comme des crédits temps plein. Donc, vous prenez des crédits de recherche à l'été ou à l'automne de votre 2e année. Vous vous inscrivez à ces crédits de recherche-là. Vous n'avez aucun cours. Vous travaillez à temps plein sur votre mémoire, puis vous êtes considéré à temps plein. Parce que ces crédits-là vous considèrent comme étant à temps plein. C'est parce que l'idée, c'est que les activités de recherche vous permettent, vous devez être inscrit dans un programme pour pouvoir continuer dans le programme. Fait que pour s'inscrire, il faut que vous ayez quelque chose. On s'inscrit à quelque chose. On ne peut pas s'inscrire à du vent, on s'inscrit à quelque chose. C'est pour ça que dans les études supérieures, on a toujours des activités de recherche qui valent des crédits, qui vous permettent de vous inscrire à ces activités-là et donc de rester inscrit dans le programme, parce que si vous êtes non inscrit pendant 3 sessions consécutives, le système va vous sortir du programme. Vous allez devoir faire une demande d'admission encore pour être réadmis au programme. Donc là, moi, je surveille ça. Je m'assure que les étudiants ne sont pas 3 sessions consécutives sans être admis, sans être inscrits à quoi que ce soit. Quand ça commence à faire la 3e session, là, je communique avec vous. Là, hey, dans 2 semaines, dans 1 mois, ça va faire 3 sessions consécutives que vous n'êtes pas admis. Si vous ne vous inscrivez pas en septembre à quelque chose, des activités de recherche, le système va vous éjecter. Puis vous allez devoir faire une nouvelle demande d'admission. C'est ça que je surveille un peu, pour m'assurer que les étudiants continuent à cheminer. Donc, des activités de recherche, c'est du vent. On n'exige rien de vous pendant vos activités de recherche, mais ça vous permet d'obtenir des crédits et de rester inscrit dans tout votre programme et de rester à temps plein. Parce que si vous voulez vous qualifier pour différents types de bourses, vous devez être à temps plein. Ça sert à ça, les crédits, les activités de recherche. OK. Puis, vous parlez de la première année, puis la 2e année, dans le fond, de la maîtrise, ça consiste à quoi? Vous avez parlé... Oui, allez-y. Finissez votre phrase. Vous avez parlé des cours qu'on avait à suivre en septembre puis en janvier de la première année. Puis à la 2e année, c'est quoi dans le fond? À la fin de la première année, en avril, vous avez tout. Si vous êtes à temps plein, si vous étudiez à temps plein, vous avez tout fini les cours de la maîtrise. Il ne vous en reste plus à prendre. À partir du premier été et de l'autre année, vous êtes à temps plein dans votre recherche à vous. Vous faites votre recherche à vous, puis vous rédigez vos chapitres, puis là, vous produisez votre mémoire. OK. Donc, vous avez seulement, à temps plein, vous avez seulement 2 sessions de cours. 4 cours, 4 cours. Puis, l'offre de cours à distance, est-ce qu'elle est quand même grande? Est-ce que quelqu'un a la possibilité de suivre toute sa maîtrise à distance? La maîtrise n'est pas un programme à distance et ne sera pas un programme à distance. Là, cette année, vous avez des cours qui sont en Zoom, là, en synchrone, à cause de la COVID.
ce qu'on nous a dit, ce que l'université, la haute administration de l'Université Laval nous a dit pour septembre prochain 2022, c'est que la session d'hiver qui commence là, dans deux mois, là, la session d'hiver la prochaine session d'hiver qui commence, c'est la dernière session de transition vers la normalité. Ce qui veut dire, puis on a eu encore un message il y a à peu près 2 jours là-dessus, ce qui veut dire qu'en septembre 2022, l'Université Laval s'attend à ce qu'on redevienne comme pré-COVID, c'est-à-dire, dans notre cas, un programme de maîtrise en salle, pas de cours à distance. Mais il n'y a rien, c'est-à-dire le programme ne sera jamais à distance. Là, moi, j'entrevois certaines difficultés parce qu'il y a des professeurs qui ont pris goût à donner des cours en Zoom. Là. Il y en a qui ont pris goût à ça, là, puis qui ne voudront pas revenir en arrière. Là. Fait que là, moi, j'ai déjà informé la directrice de l'école. J'ai dit, on va frapper un mur à un moment donné. Là. Il y a des profs qui ne voudront pas revenir en salle. Mais le programme, il ne sera pas à distance. Ça, il n'est pas affiché, il n'est pas annoncé comme étant à distance, il ne le sera pas. Mais ça se pourrait que certains cours restent en synchrone. Attendez, le cours de mon collègue, lui, c'est un Z3. Fait que Z3, ce n'est pas un cours à distance, c'est un cours en synchrone. Les cours en synchrone, ça ne veut pas dire que les professeurs vont vouloir rester en synchrone, en Zoom. Ils vont peut-être vouloir revenir en personne. On ne le sait pas encore, mais ce n'est pas eux qui choisissent de toute façon. Ce n'est pas de leur ressort. C'est quelqu'un de plus haut qui va décider quel cours on offre à chaque année. C'est la directrice de l'école, la directrice de programme qui décide pour avoir une qualité optimale de mon programme, qu'est-ce que je dois offrir aux étudiants chaque année pour leur permettre de diplômer. Donc, ensemble, on décide ça. Et une fois qu'on a décidé ça, moi, je sors du portrait. C'est la directrice de l'école qui décide quel professeur va enseigner quel cours. Fait que si un professeur n'est pas content de se faire dire « Non, ton cours de la maîtrise, là, il va être en salle. » Ben, OK, je vais choisir un autre cours. Je vais enseigner autre chose parce que je ne veux plus enseigner en salle. Tu sais, je m'attends à ça. Je m'attends. On a des échos, là, puis on a déjà des professeurs qui... En criminologie, je n'ai rien entendu, mais en travail social, j'ai entendu qu'il y a des profs qui souhaiteraient ne pas revenir en salle, qui aimeraient continuer en Zoom. Okay. Fait que, donc, le programme n'est pas à distance, il ne sera jamais à distance, mais ça n'exclut pas qu'il pourrait y avoir quelques cours qui restent en format, différents formats autres qu'en salle. OK, parce que quand on va sur le site de l'Université Laval, sur la maîtrise en criminologie, tu sais, c'est écrit qu'il y a certains cours qui peuvent être suivis à distance pour nous aider à continuer les études avec les autres sphères de la vie. Fait que dans le fond, il y en a-tu qui se donnent toujours à distance des cours? À l'automne, mon Dieu, attendez que je retrouve mon horaire de l'automne. Bon, ça, c'est l'horaire du bac. À l'automne, voyons, il me semble qu'il y en avait un cours qui était à distance. À l'automne. Ça, c'était en salle. Ça, c'était Z3, 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 Z3. Bien, pour le moment, les Z3, les cours Z3, c'est des cours en Zoom. Ce ne sont pas des cours qui sont officiellement à distance. Les cours officiellement à distance, comme justice pénale, société justice pénale, c'est un Z1. Ça, c'est un cours qui va toujours rester à distance. Mais les Z3, c'est des cours, c'est comme un sigle temporaire qu'on a donné à des gens, à des professeurs, à des cours pour pouvoir offrir, pour pouvoir passer à travers la COVID. Mais ça n'exclut pas, par contre, qu'il y ait des professeurs qui, à la maîtrise, décident de transformer officiellement leur cours, le cours qu'ils donnent, en cours Z1, c'est-à-dire un vrai cours à distance. Mais pour le moment, on n'en a pas. Mais il n'y a rien qui l'exclut. Ça se pourrait. Là, Mais la maîtrise est très neuve. Hein? Il y a sûrement beaucoup de réponses à vos questions qu'on ne sera peut-être pas toujours capable d'y répondre. Le programme a 1 année de vie. Là. Ça fait vraiment pas longtemps. Puis, au fur et à mesure qu'on rencontre des rivières, oups, il y a un obstacle, il y a une rivière. Bien, c'est là qu'on bâtit le pont pour traverser cette rivière-là, au fur et à mesure qu'on les rencontre. Ce n'est pas comme un vieux programme qui fait 40 ans. Là, les ponts sont déjà tous construits. Nous autres, déjà, là, depuis l'automne, oups, on a rencontré 2, 3 rivières.
On dit, ah, regardons, on n'a pas de pont pour traverser l'autre côté. Fait que là, il faut bâtir, il faut remplir des coquilles vides. On est un peu là-dedans. Puis, les cours Z1, il n'y en a pas. Il y a des cours Z3 pour le moment, mais il n'y a rien qui empêche qu'un professeur pourrait demander d'offrir un cours Z1, c'est-à-dire qui soit en permanence à distance. OK, merci. Puis, il y a Pascal qui avait une question aussi dans le chat. Pascal, Madame Dupont. On va essayer de faire ça vite. Moi, j'ai un autre Zoom dans 2 minutes. Fait que je vais essayer, Mme Dupont, de répondre rapidement à votre question. Oh, dans le chat, vous m'avez dit? Oh, attendez, le chat. Est-il possible de faire la maîtrise à temps plein et à temps partiel? Oui, on a beaucoup d'étudiants qui sont à temps partiel. Par exemple, faire à temps plein ma première année de cours théorique, mais la deuxième année consacrée à la recherche, on va la faire à temps partiel. Oui, vous pouvez faire ça. Mais si vous êtes à temps partiel, vous n'êtes plus admissible à différents types de bourses. Donc, sachez, mais il n'y a rien qui vous empêche de commencer à temps plein puis de le finir à temps partiel, ou le contraire, de commencer à temps partiel puis de finir à temps plein. Là. On a des cas, là, justement, là, qui ont commencé à l'automne à temps partiel, puis, oups, leur situation personnelle a changé et ils voudraient être à temps plein à l'hiver. Donc, on essaie de vous accommoder. C'est sûr qu'il y a des cours qui ne s'offrent pas dans les 2 sessions, là, donc on essaie de vous accommoder, mais officiellement, le programme peut se faire à temps plein ou à temps partiel ou une espèce de mélange des deux. Là. Madame Maheu, ce serait peut-être la dernière question. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, ben dans le fond, c'est que j'ai manqué comme la première partie de la réunion. J'ai eu des gros problèmes avec mon Zoom et tout ça, fait que j'ai manqué comme quand même pas mal d'informations au début. Je me demandais s'il y a un autre endroit où je peux aller chercher ces informations-là ou si, sinon c'était possible peut-être qu'on aille une discussion à ce sujet-là, une rencontre prévue ou quelque chose comme ça. Ben moi, les diapositives que je vous ai présentées, je vais les envoyer à tout le monde, même à celles et ceux qui ne se sont pas branchés. Là, je vais l'envoyer à tout le monde. Puis, la séance, elle est enregistrée en ce moment. Fait que là, quelqu'un va me montrer comment envoyer l'enregistrement. Fait que je vais vous envoyer à tout le monde l'enregistrement et les diapositives. Fait que vous pourrez reprendre la partie du début que vous avez manquée. Fait que tout le monde, si vous avez d'autres questions éventuellement, d'autres questions, mais la personne avec qui je suis en Zoom vient de se brancher là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, envoyez-moi vos questions là, par courriel, direction deuxième cycle. En tout cas, je vous l'ai donné sur la diapositive, puis je pourrai y répondre au fur et à mesure. Là, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. C'est beau? Alors, je vous remercie, tout le monde. Vous êtes branchés pour cette séance-là. J'espère avoir répondu à la majorité de vos questions. S'il vous en reste, communiquez avec moi, puis je vais pouvoir y répondre. Puis, j'espère revoir certains d'entre vous à la maîtrise en septembre prochain. Ceci dit, je vous souhaite une bonne fin de session, puis un bon temps des fêtes, un bon début de session l'année prochaine, la session en janvier 2022. Bonne journée. Bye-bye. Bon, là, je devais parler avec Mme Tessier. Oui, allô? Oui, Mme Tessier. Attendez, je vais essayer de voir si je peux envoyer, je ne sais pas comment, un petit message à l'étudiant que je suis supposée rencontrer. Mon Dieu, comment je fais? Rencontre, copie, join, start. Je voulais lui envoyer un petit courriel. Je vais lui envoyer un petit courriel. Attendez-moi une petite seconde. Je vais lui envoyer un courriel pour lui dire que je vais être quelques minutes en retard. Voyons. OK. Bon, OK. Allez-y. Ouais, je ne sais pas si vous vouliez arrêter l'enregistrement, par exemple. Ben, oh, oui. Oui. Stop recording.